Michel Perret, 34 ans, est agriculteur à Mont-d'Avezan, dans les Pyrénées-Orientales, au sud de Toulouse. Il est à la tête d'une exploitation familiale de 60 hectares. Michel est divorcé depuis 2 ans. Il a un fils de 4 ans, Ilias, dont il a la garde un week-end sur 2. Mais depuis 2 semaines, il vit dans l'angoisse. L'enfant et sa mère ont disparu. Où est son fils? La question le hante, jour et nuit. Je suis dans les champs ou autre, dans le tracteur. J'ai beau être concentré à mon travail ou à ma conduite. Voilà, on est obligé d'y penser, on ne peut pas. Après, les questions se suivent. Quand c'est que je vais revoir mon fils? Où c'est qu'ils sont? Qu'est-ce qu'il se passe au fur et à mesure des jours pour lui? À la ferme, les traces de la présence de l'enfant sont partout. Dès qu'il a un moment, Michel retourne au domicile de la mère, dans la ville voisine. À chaque fois, Michel espère croiser son ex-femme, revoir son fils. Mais cette fois encore, devant la porte, il se heurte au silence. Donc voilà. C'est ici qu'elle vivait avec votre enfant? C'est ici qu'a vécu mon enfant. Donc, ben voilà, quand je suis arrivé, ça a donné ça, exactement. Donc... Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je sais pas, un vide. Un vide, de la colère, il y a plusieurs émotions mélangées. La mère a déménagé sans prévenir. Elle est repassée dans la semaine. Michel l'apprend devant notre caméra, de la bouche d'un voisin. Le petit a crié cette semaine, ils étaient là. C'est pas vrai. Et puisque là, vous voyez, il y avait de la zinière, il y avait tous les jeux, ça a été enlevé il y a 2-3 jours. Oui, parce que ça, c'était pas le jeu à lui, ça. La mère et l'enfant sont passés en cachette. L'épisode achève d'accabler Michel. Il y avait les jeux, Ça a été pris là, cette semaine, puisque moi j'ai travaillé cette semaine. Donc elle est venue? Cette semaine, elle est venue là. Si je vois le bout de son nez, je vous appelle. Ouais. 91. Bon, et bienvenue au club alors. Super, merci. Mais on est 3 papas comme ça. Hein. Mais vous aussi? Bah oui, on est tous dans ce genre de cirque. Lui, il est isolé, sa femme est en Bretagne, elle est partie avec le petit. Mais elle vous a laissé une adresse, au moins? Ah oui, voilà. bon, obligé quand même. Non, moi elle est partie comme une voleuse. Non, mais en me laissant l'adresse, quand même, elle est partie en me laissant une enquête sociale pour une raison qui tenait même pas la route, pendant 2 ans, etc. C'est compliqué, ouais. Ah, mais c'est devenu comme ça, les femmes, maintenant, c'est compliqué. Eh ben, mon vieux. Michel gardait l'espoir qu'il s'agisse d'un malentendu. En réalité, son ex-femme est partie sans laisser d'adresse. De retour à la ferme, il raconte tout à sa grand-mère, Simone, 82 ans. La semaine d'avant, elle est venue à Caserne. Oh, Elle a fini de sortir, de nettoyer l'appartement et tout. oh, elle n'a pas mené le petit. Avec le petit, parce qu'ils l'ont entendu, le petit et tout. Oh, le pauvre, il est pauvre. Ça c'est incroyable. Oh, la polissonne. Ils sont partis précipitamment. L'école de l'enfant n'a pas été prévenue. C'est les affaires du petit qu'elle était à l'école. Elles l'ont rendu l'institutrice. C'est-à-dire elle était partie tellement vite, Les cahiers, tout. elle l'a laissé tout ça à l'école et c'est moi qui l'ai récupéré. Non, non. Ouais, non. C'est moi qui les ai récupérés. C'est les petits qui l'ont rendu. Tout a été abandonné jusqu'au doudou de l'enfant. ou demain? Michel a compris lorsqu'il a reçu une lettre de son ex-femme en recommandé, 15 jours après leur disparition. Voilà. La lettre qu'elle m'avait envoyée, voilà, qui dit qu'elle est partie pour le bonheur de son fils, et le sien aussi, pour pas d'adresse bien sûr, pour que j'aille le voir, comme elle marque. La mère n'indique aucune adresse, comme si elle voulait rester cachée. Quand Michel réussit à la joindre au téléphone, elle refuse de l'informer du lieu où elle se trouve.
Michel est convaincu d'être victime d'un rapt parental. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Pour certains parents, retrouver un enfant, c'est le combat d'une vie. À Paradou, petit village de Provence, nous sommes allés à la rencontre de Cédric. À 40 ans, ce restaurateur a arrêté de travailler. Sa vie est tout entière tournée vers un seul but, récupérer sa fille. La garde lui en a été retirée pour être confiée à sa mère, une jeune Allemande qui est repartie dans son pays avec l'enfant. En 2007, sa petite fille est née d'une histoire d'amour avec Adriana. Cédric a alors 33 ans, la vie lui sourit. 4 ans plus tard, en 2011, le couple se désagrège. Dans un premier temps, les deux parents vont s'accorder devant un juge. La mère obtient la garde de l'enfant, sous réserve qu'elle reste vivre en France. Mais peu de temps après, elle s'installe en Allemagne. Cédric nous fait écouter cet enregistrement qu'il a mis sur Internet pour montrer que sa fille souhaiterait vivre avec lui, en France. Donnez-moi le papa, ouvrez-moi la France, ouvrez-moi la France. J'aimerais bien habiter là, avec toutes mes copines, On lui impose aujourd'hui de vivre dans un pays dont elle n'a pas envie, dont ça ne lui plaît pas, elle a le droit. C'est pas parce qu'elle a 7 ans qu'on doit lui imposer de vivre une vie qu'elle n'a pas envie de vivre. Et pour ça, ça veut pas dire qu'elle n'aime pas sa maman. Ça veut pas dire non plus qu'elle aime plus son papa. C'est que cette petite fille a fait un choix au fond de son cœur dans cette situation qui est dramatique pour elle. Aujourd'hui, la fillette habite à 1300 km de la Provence. Pour tenter de ramener sa fille en France, tout au moins de la recevoir pour les vacances, Cédric a entamé un véritable parcours du combattant entre les justices françaises et allemandes. Tout a commencé ici, chez Laurane, une amie de Cédric. C'est elle qui gardait Soléa, le jour où sa mère est venue la récupérer. C'était il y a 4 mois. Tu veux un café ? S'il te plaît. La mère de Soléa est venue chercher sa fille avec l'aide des gendarmes. Les Français obéissaient à une réquisition de la justice allemande, exigeant que la fillette soit remise à sa mère. On était à table. En fait, c'était le début de la soirée, on mangeait et voilà, je lui ai expliqué que son papa allait venir la chercher, mais qu'il y avait un gros problème et que malheureusement, il serait accompagné des gendarmes et de la maman. Comment est-ce qu'elle a réagi ? Elle s'est décomposée. Elle s'est décomposée parce que tout d'un coup, elle a réalisé que peut-être qu'elle allait devoir repartir et c'était peut-être là tout de suite maintenant. Et donc du coup, c'était terrible. Il l'a pris dans ses bras, elle lui a dit « Mais je t'en supplie, me laisse pas. Tu m'as promis, me laisse pas. » La dernière image que Cédric conserve de sa fille, c'est son départ entre 2 uniformes. Elle n'aura pas le droit de repasser chez son père, ni de prendre le moindre jouet. Cédric est resté sous le choc. L'épisode lui rappelle le souvenir d'une autre histoire, la sienne. En 1986, 29 ans plus tôt, l'odyssée d'un jeune garçon fait la une des médias. Cédric, cet enfant de 12 ans dont les parents se disputent la garde. Cédric a décidé récemment de faire 450 km pour retrouver son père. La justice a été... Alors âgé de 12 ans, Cédric s'est enfui de chez sa mère à qui il a été confié après le divorce de ses parents. Il va raconter avoir parcouru 450 km en autostop pour rejoindre son père. L'histoire bouleverse le petit village de Provence qui se mobilise devant les caméras pour empêcher les gendarmes de venir reprendre l'enfant. Mais espérons quand même. Merci, monsieur le curé. Cédric et son père essayent de se retrouver. Pour l'enfant, le choix est fait depuis longtemps. Je dis si mon papa gagnait pas la garde, je m'échapperais. Mais tu penses pas que ta mère peut t'aimer aussi ?
Non, moi je ne sais pas, mais je n'irai plus là-bas et je m'en fous maintenant d'elle, pour moi elle n'existe plus. Moi je vais rester avec mon père, après c'est tout. L'affaire va changer le cours de l'histoire. Répondant à l'émotion que soulève ce fait divers, l'Assemblée nationale adopte une loi qui oblige les juges à écouter le choix d'un enfant avant de statuer sur sa garde. L'histoire familiale de Cédric devient un débat de société. Bon, Cédric, Oui. j'ai Alain Delon qui est là. Est-ce que tu as quelque chose à lui dire? Elle veut quand même que j'ai fait 450 km. J'en aurais pu faire 1000 s'il aurait fallu pour retrouver mon père. Cédric, je voudrais te dire que ce que tu as fait, c'est très très beau. Oui. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup ému. Et je suis très heureux que tu aies obtenu satisfaction et ton père aussi. N'en veux pas trop à maman. Elle t'aime. Prends bien soin d'elle quand tu la verras. Voilà, Cédric. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter. C'est toujours vers son père que Cédric vient chercher du soutien à chaque étape de son marathon judiciaire. Justice allemande, justice française, Cédric attaque sur tous les fronts. Alors, c'est bien passé? Hein? C'est bien passé? Ça va, papa, ça va. Ouais? Ça va. Ouais. Et résultat? Les résultats, ils ont mis en délibéré le 11 février. Alors, pour Noël, la petite, je ne la verrai pas. Le grand-père de Soléa semble encore plus affecté que son fils. Soléa a le même sort que son papa. C'est terrible, ça. C'est terrible, mais personne ne peut s'imaginer. Vous vous rendez compte que c'était en 86. Sa mère est venue à l'école, elle l'avait de force. Et pas seule, elle était venue que des amis. Il y avait la gendarmerie, il y avait tout. Et sa petite fille, ça arrive la même chose. C'est fou, ça. Il ne mange plus, il ne dort plus, il pleure. On pleure tous. Parce que, au fond de lui-même, il se bat, mais il sait qu'il n'arrivera pas sa petite. Il le sait. Cédric, lui, ne se résigne pas à cette fatalité. Pour ramener sa fille, il est prêt à porter sa croisade au-delà des frontières. Au sud de Toulouse, nous retrouvons Michel. Miné par le départ soudain de son ex-femme et de son fils, et sur les conseils d'une association, il va voir les gendarmes pour signaler leur disparition. Je venais redéposer une plainte pour non-représentation d'enfant. J'en avais déjà déposé, donc en plus, je viens d'apprendre une situation qui me réconforte de le faire une fois de plus, parce que... Voilà. Avec cette plainte, Michel espère surtout se constituer un dossier avant d'aller porter l'affaire devant la justice. À Saint-Gaudens, nous sommes allés rencontrer l'avocat que Michel a engagé. Pour lui, dans ce genre d'affaires, il faut réagir vite. On sait très bien que dans ce genre de situation, il faut être très rapide, puisque dès lors qu'il y a une situation de fait qui s'installe, je veux dire par là que si l'un des parents part avec l'enfant en faisant le coup de force, si les choses se stabilisent dans une région X, si l'enfant après semble être bien avec ce parent, il est fréquent que le juge considère que la situation de fait ne pose plus de problème, que l'intérêt de l'enfant est donc de rester dans cette situation et donc par voie de conséquence, je dirais que c'est un peu trop tard. Au nom de Michel, Maître Malaisie a engagé une procédure d'urgence, un référé, pour demander la garde de l'enfant. Cela fait maintenant 2 mois que Michel et sa grand-mère n'ont pas revu Ilias. À la ferme, tout le monde pense à lui. Mais ce matin est un jour d'espoir. Michel se met sur son 31. Il a rendez-vous au tribunal. Voilà. Alors voilà, il met la voiture. Eh oui. Michel va demander à la justice la résidence principale de son fils, à plein temps, chez lui à la ferme. Il me manque... En 2 mois, c'est long quand même. Ne pas voir son fils pendant 2 mois, c'est long. Hein.
C'est extrêmement long. J'espère le voir rapidement. Le voir et la voir rapidement. J'espère. Après, bon... C'est aujourd'hui que ça se joue? Ça se joue aujourd'hui. Bon, la décision est entre les mains de la justice, quoi. C'est au tribunal de grande instance de Saint-Gaudens que Michel est convoqué par un juge aux affaires familiales. L'audience a lieu à 9h du matin. Son ex-femme est déjà là. Dans la salle d'audience, l'agriculteur va devoir faire face à la mère de son fils. Accompagnée d'un avocat, elle est bien décidée à tout faire pour conserver la garde de son enfant. La procédure se déroule à huis clos. L'audience dure 20 minutes. Michel ressort secoué. Son ex-femme l'accuse d'être un père et un compagnon violent. Vous avez l'air d'être sorti en colère, d'après ce que j'ai vu. C'est-à-dire, c'est surtout l'avocat dans la partie adverse a eu quelques mots qui ont été assez compliqués à entendre. Votre pronostic? Bon, c'est très très difficile à dire. Très difficile à dire. Il y a quand même une disparition du jour au lendemain sans prévenir. Ah mais ça c'est certain, c'est ce que nous avons plaidé au premier chef. Et bon, j'espère que Madame le juge saura s'y retrouver dans tout ça. À la sortie du tribunal, nouveau coup de théâtre. Sous le regard de sa cliente, l'avocat de son ex-femme revient sur les marches du palais interpeller Michel. Il l'accuse d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de son fils. Alors là, maître, monsieur, je vais me fâcher parce que accuser des gens, dire que je vais tirer sur mon fils, là, il va y avoir des problèmes. Mon fils, je partirai. Là, il va y avoir des problèmes. Vous m'avez dit, je partirai avec mon fils. Monsieur, moi, je m'en parle. Michel est prêt d'en venir aux mains. C'est son avocat qui le retient. La mère a assisté à l'esclandre sans le moindre mot. Nous l'avons contactée. Elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est monstrueux. Monstrueux. Énorme. Je vais me faire avocat, moi, je crois. Parce que si c'est que ça, inventer des histoires, je vais me faire avocat. Je pense. Les accusations de violence ou de maltraitance sont monnaie courante devant les juges aux affaires familiales. Sur le chemin du retour, Michel s'interroge sur la manœuvre de l'avocat. Je pense qu'il cherchait à me faire sortir de mes gonds pour justement faire valoir la fausse accusation. Comme ça, il serait allé déposer plainte. Et bon, la juge aurait vu la plainte de ce qu'il aurait souhaité, quoi. Et comme ça, moi j'avais tout perdu et eux ils auraient tout gagné, tout simplement. Selon vous, c'était un piège? Ah oui, j'ai failli tomber dedans. Et alors, j'ai failli tomber dedans à 2 pieds joints. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on le saura le 24 mars. Mais tu ne sais rien du tout. Ah non, et le délibéré, c'est pour le 24 mars. Non. Et alors... Bon... Mais à la sortie du tribunal, ça a failli chauffer. Et pourquoi? Tu sais pas de quoi il m'a accusé, son avocat, elle. Il me dit comme ça, au téléphone, vous m'avez dit que vous alliez mettre un coup de fusil à votre fils. Là, j'ai failli sortir de mes gonds. Là, j'ai failli sortir de mes gonds. Allez, dis-le ça. L'après-midi même, Michel retourne à la gendarmerie. À l'occasion de l'audience, il a pu récupérer la nouvelle adresse de son ex-femme. Un détail qui fait toute la différence. Selon le premier jugement de divorce, c'est à son tour d'avoir son fils pour les vacances. Bonjour. Allez-y, rentrez. Bon, voilà. Ouais, c'est parfait. Pour convaincre la mère au téléphone, Michel demande le soutien des gendarmes. L'officier accepte de faire l'intermédiaire pour dire à la mère que Michel veut récupérer son fils pour quelques jours. Mais après une demi-heure de tractation, déception. Les gendarmes ont bien réussi à joindre la mère du petit garçon,
mais elle reste inflexible. Elle y a tout simplement dit qu'elle ne me donnait pas mon fils, jusqu'au jugement du 24. Voilà. Donc mon fils, eh bien, c'est pas la peine que je fasse le déplacement pour aller le chercher. Je ne l'aurai pas. Donc eh bien, là, ça me met en colère. Là, honnêtement, ça me met en colère. C'est même plus la déception, là, c'est de la colère. Parce que elle croit s'en prendre à moi, c'est vrai, d'un côté, mais elle ne se rend pas compte que ça me prend indirectement à notre fils. Et ça me met en colère. Difficile à admettre pour Michel. Bien qu'il soit dans son droit, les gendarmes à distance n'ont rien pu faire. Il ne lui reste plus qu'à attendre que la justice statue sur sa demande de garde. Un mois plus tard, dans son tracteur, Michel compte les jours. Régulièrement, il appelle son avocat pour savoir si le tribunal a rendu son verdict. Oui, maître Malaisie. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Michel Perret de Mont-de-Navazan. Ah, monsieur Perret, bonjour. Ouais. Justement, j'allais vous appeler. D'accord. Parce que j'ai reçu donc la décision du juge aux affaires familiales. Oui. Et c'est une bonne nouvelle puisque cette décision nous donne satisfaction. Le juge transfère la résidence de l'enfant chez vous. D'accord. Donc, c'est ce que vous vouliez. Ouais. Et donc, c'est une décision qui est applicable immédiatement. Vous êtes content, j'imagine. Eh bien, un peu beaucoup, on va dire. Je suis dans le tracteur, mais je me retiens là. Je ne vais pas tarder à traverser le plafond, je crois. D'accord. À très bientôt. Au revoir. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. On a appelé maître Malaisie. On a le petit. Wow. Si. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non. Numéro masqué. Oh, Dieu, quel... Allô? Le pauvre. Attends une seconde. Allô? Bon, on a appelé... Oui, maman. On a appelé maître Malaisie. Le pauvre, le pauvre. Ça, c'est un beau cadeau. Oh, qui vient du ciel. On a le petit. Oh, le pauvre. J'ai la garde à partir d'aujourd'hui. Bon, mais... Le départ inopiné de la mère lui aura finalement coûté cher. Les juges sanctionnent généralement celui des parents qui empêche l'autre de conserver une relation équilibrée avec son enfant. Michel a gagné sur le papier, mais il doit ronger son frein. Son avocat lui a demandé d'attendre avant d'aller chercher son fils, que le jugement soit signifié par courrier à son ex-femme. Mais au petit matin, changement de ton. Michel a pris une décision. Il ne suivra pas les conseils de son avocat. Il craint que son ex-femme ne décide de déménager de nouveau. Il ne veut plus prendre le risque d'attendre. Il part pour la Normandie, retrouver son fils par tous les moyens. Au petit déjeuner, Simone, la grand-mère, s'est levée avec un mauvais pressentiment. Elle redoute le traumatisme d'une séparation brutale entre l'enfant et sa mère. Mais je suis contente, mais je pense le pauvre. Le sorti de sa maman. Ou tu je ne vais pas le faire. Eh bien, arrête. Eh bien, je ne peux pas m'arrêter. Elle s'est barrée, ça me dirait où Ça elle me était fait liée. quand même mal au cœur, quoi. Et C'est pour partir, pour la quitter. Elle va l'embrasser, elle va... Et lui, le pauvre, il va voir qui... Oui, mais au début, il y a 3 mois qu'il ne m'a pas vu, le petit, qu'est-ce que tu crois? Le petit, il va vouloir revenir rapidement. Enfin, moi, je vous dis ce que j'ai prouvé, et c'est tout, quoi. Michel, lui, n'a pas d'état d'âme. Il a la certitude que son fils sera heureux à la ferme. Sa crainte, c'est au contraire de ne pas faire assez vite. Il a récupéré par mail une copie du jugement et mis cap au nord. 800 km plus loin, il arrive à destination, une cité dans la banlieue de Rouen. Ouais. C'est bouclé. Déjà, sur un petit tour de parking, si je vois sa voiture. Pour s'assurer que son ex-femme est bien là,
Il fouille les parkings avec l'idée de repérer sa voiture. À moins qu'elle ait changé, mais ça va quand même. Il n'imaginait pas se retrouver dans un vaste quartier HLM. Ah, mais non, c'est une queue, ça. L'agriculteur est un peu perdu. Ici. À moins qu'il fallait passer par là à côté. Ici, on y est. 31. Là, c'est la sienne. Donc, c'est ici, c'est bon. Avant de monter, Michel veut joindre son ex-femme au téléphone. Il ne l'a pas encore prévenue de sa démarche. Oui, c'est moi. Bonsoir. Voyons, est-ce que tu as été mis au courant du résultat du juge de notre affaire? Bon, moi je suis au courant. J'ai le jugement sous les yeux. Donc moi j'ai la garde du petit à partir de hier. À l'autre bout du fil, son ex-femme paraît surprise. Comment? J'ai la garde de Ilias à partir d'hier, depuis hier. Donc, vu que j'ai la garde d'Ilias depuis hier, demain matin, je viens chercher Ilias. Alors tu prépares ce qu'il faut, je viens le chercher demain matin. Et je te porte le jugement. Elle ne veut pas en entendre parler. Non, non, tu peux faire ce que tu veux, tu dois me remettre petit. Alors soit on fait ça amiable, parce que je veux qu'on le fasse amiable, soit je viens avec le policier. Bon, elle a raccroché. Ça, c'est fait. Ça va être compliqué de retrouver votre fils. Dans des circonstances comme ça, c'est pas le meilleur que j'aurais aimé, non. Mais bon. C'est pas celle que j'aurais préférée, mais bon. J'aurais préféré amiable, à moins que d'ici le même matin, elle se soit calmée. Muni d'une simple copie du jugement, Michel ne peut pas demander l'assistance de la police ou des gendarmes. Mais il a l'intention d'essayer. Le lendemain matin, aux premières heures du jour, il est pris de court. Il a été réveillé par un coup de téléphone de son ex-femme. Mais t'es où? Au téléphone, elle lui apprend qu'elle n'est plus à Rouen et qu'elle a trouvé refuge à Paris dans la nuit. Mais son attitude a changé. Elle semble prête à respecter la décision de justice. Bien sûr que c'est vrai, c'est signé. Rendez-vous est pris, le jour même à Paris. Bon, quand je suis à la porte de Clignancourt, je t'appelle. Allez, à tout à l'heure. Comme dans un jeu de piste, Michel reprend la route, avec l'angoisse de se faire balader. 3 heures plus tard, il découvre Paris et trouve la porte de Clignancourt, le lieu du rendez-vous. Il ne lui reste plus qu'à attendre. Après une demi-heure, son ex-femme le retrouve dans sa voiture avec l'enfant. Donc ça, c'est le jugement. Celui-là, je te le donne, c'est ton exemplaire. Moi, je demande pas pension, rien, t'inquiète pas. Après lecture du jugement, la mère d'Ilias accepte de lui confier l'enfant. Mais elle ne partira pas sans affirmer qu'elle s'est bien occupée de son fils et que ce n'est que contrainte et forcée qu'elle se résout à le laisser. Fais bisous à Ilias, mais comprends que moi, c'est pas pour ça que je le prends. Et voilà. Aïe. T'es content de me voir? Oui. T'es content de venir à la maison? Oui. Et mon doudou à ta maison? Ah mais oui, c'est vrai, il y a Pompon à la maison. Oui. Tu t'en rappelles, Pompon? Oui. Ah, il y est, oui, il y est, Pompon, c'est vrai. Et Pompon. Il y a un tracteur. Oui. Allez, voilà. On y va? Ça va? Quand même, ça s'est bien passé. Bon, c'est sûr qu'elle était attristée. Attristée aussi, ça me faisait presque la peine de la voir comme ça aussi, il faut dire ce qui est. Michel ne traîne pas à Paris. Tout à sa joie, il repart à la ferme avec son fils. Mon tâteur. Il y a le tien qui est vert. Oui, le vert gros. Après 4 mois d'attente et de recherche, Michel peut retourner à une vie normale. Ce n'est pas encore le cas de Cédric.
Nous le retrouvons chez lui en Provence. Il multiplie les recours judiciaires, mais il va de déception en déception. Depuis 2 mois, il attend le résultat d'un appel déposé au tribunal d'Aix-en-Provence. Les magistrats n'ont pas tranché en sa faveur. La justice privilégie la stabilité de l'enfant, qui vit depuis 1 an et demi en Allemagne. Solea reste confiée à sa mère. Dès le lendemain de ce jugement, Cédric a reçu un nouveau coup de massue. L'Office allemand de protection de l'enfance, le Jugendamt, lui a adressé une lettre très inquiétante. Ce courrier allemand, en fait, c'est le Jugendamt, l'organisme de protection de l'enfance, comme il est considéré en Allemagne, qui écrit une lettre au tribunal de Neustadt, disant qu'il fallait me retirer l'autorité parentale, supprimer mes droits de visite. À en croire ce courrier, Cédric n'aurait plus le droit de voir sa fille outre-Rhin, sous peine d'être arrêté par la police. Une situation a priori incompréhensible. Et en attendant d'y voir plus clair, son avocat lui a déconseillé désormais de s'approcher du domicile de la mère et de l'enfant. Aujourd'hui, non seulement qu'on a enlevé mon enfant, je cours le risque d'être incarcéré en Allemagne. Vous vivez cette situation comment? Mais ça ne tient pas debout. C'est de l'absurdité la plus totale. Et notre gouvernement français nous laisse complètement tomber. On est complètement abandonné. Face à ce rouleau compresseur administratif de l'Allemagne, la France ne vient même pas vous tendre la main. Cerise sur le gâteau, l'administration allemande lui réclame une pension alimentaire rétroactive de près de 5 000 € pour compenser une aide sociale que l'État allemand a versée à son ex-compagne depuis 3 ans. Nous avons joint l'ex-femme de Cédric, mais elle a refusé toutes nos demandes d'interview. En 2013, la mère de Solea avait reçu une équipe de télévision chez elle, dans la région d'Hanovre. Voici ce qu'elle déclarait. Moi, jamais je priverai Solea de son papa, jamais. Mais il faut qu'il me prouve que je peux lui faire confiance, c'est tout ce que je demande. Vous avez demandé à supprimer les droits de visite en Allemagne. Les droits de visite, ça veut dire... C'est-à-dire que Cédric ne puisse plus voir sa fille. Non, ça c'est faux. Alors moi j'ai des papiers qui disent que vous demandez la suppression du droit de visite. Est-ce que je peux le voir, les papiers, parce que je suis bien vraiment... sûr. Donc ça, c'en est une. Sur ce document, l'avocate de la mère demande au tribunal de supprimer à Cédric son droit de visite et son autorité parentale. Le droit de la famille allemand permet ce type de mesure radicale au bénéfice de parents allemands. La mère de Solea semble surprise de la démarche de son avocate. Je suis choquée parce que j'ai jamais demandé de supprimer le droit de visite. Non. Cédric, lui, est décidé à jouer une dernière carte pour tenter de ramener sa fille en France. Qu'est-ce que fait ma petite fille dans le nord de l'Allemagne, là-haut, à Garbsen? Elle a tous ses repères, ses racines les plus profondes en France. Elle a été à l'école, à la crèche, à l'école maternelle, au CP. Ça, c'était un désastre pour ces 2 petites filles. Un désastre. Ce matin-là, il part pour Bruxelles. Son espoir, c'est de porter l'affaire devant les institutions européennes pour faire changer les lois allemandes. L'histoire de Cédric n'est pas un cas isolé. Des centaines de parents dans toute l'Europe sont dans des situations comparables. La Cour européenne de justice a déjà condamné l'Allemagne pour des pratiques discriminatoires envers des parents étrangers d'enfants allemands. Ce jour-là, une commission du Parlement européen doit examiner une nouvelle plainte contre l'Allemagne, portée par des citoyens venant de toute l'Europe. Cédric retrouve d'autres parents, parmi eux, Lionel. Il n'a pas vu ses enfants depuis des années. Ils ont tous les 2 rendez-vous avec un député français qui a pris fait et cause pour ces pères privés de leurs enfants. Bonjour. Monsieur Boulan. Bonjour, Monsieur Boulan, bonjour. Enchanté.
Bienvenue, Parlement, bienvenue dans ma modeste demeure. Il tente depuis des années de faire évoluer la législation allemande. Il faut refuser ce diktat, là, c'est pas acceptable. Il y a des gens qui vont en Allemagne et qui tombent amoureux ou amoureuses d'Allemands ou d'Allemandes et qui se marient, et puis, comme la vie est comme ça, et parfois des divorces, et avec les Allemands, ça se passe très très mal, et c'est une particularité sur le territoire européen. Mais ces enfants qui sont séparés de leurs parents, qui sont arrachés à leurs parents pour des problèmes de législation mal appliquée ou dont on ne veut pas entendre parler, je veux dire, c'est des citoyens européens, ces enfants-là. Il y a les droits de l'enfant qu'il faut qu'on défende, il y a les droits de l'homme. Il est 17h. C'est dans cette salle du Parlement que va avoir lieu l'audition des parents en colère contre la législation allemande. La commission d'enquête est présidée par 3 députés européens. Le député français est au premier rang. Et voici le représentant de la délégation allemande, le député Rainer Wieland. Français, italien, grec. Dans la salle, les plaignants viennent de toute l'Europe. Il y a même un Allemand venu contester sa propre législation. On refuse de soumettre certaines questions. Je vous parle de droits de l'homme. Bien qu'étant allemand, je voudrais quand même présenter mes excuses à tous les parents aliénés pour ce qu'on vous a fait. Je suis victime comme vous, je souffre comme vous, mais je tiens à m'excuser. Merci. Pendant 2 heures, les témoignages révèlent la dureté avec laquelle l'administration allemande traite les parents étrangers en conflit avec ses ressortissants. En tout cas, aujourd'hui, je suis condamné à 80 jours de prison ou à 2400 € d'amende. J'ai été emprisonné en octobre 2012 par un mandat d'arrêt allemand. Je prendrai la parole pour la part de Cédric Laurent. Il vient de découvrir qu'il a un arriéré de 6 000 € qu'il doit à l'État allemand parce que son ex-femme, sans le savoir de la justice française, avec l'accord de la justice allemande, perçoit des aides sociales de l'Allemagne depuis 2011. Monsieur Rainer Wieland est là, il pourra me regarder. Il est peut-être temps que l'Allemagne pense qu'on est en Europe. Le député français conclut. Il y a un non-respect. Il y a eu des décisions prises en France par des juridictions qui ont été remises en cause dans un second temps par l'Allemagne et par le Jugendamt. C'est inadmissible. Je souhaite que l'on demande à la Commission européenne de lancer un avertissement à l'Allemagne pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle engage des processus qui puissent aider ces parents-là et ces familles en souffrance. Je vous dis, de mon point de vue, c'est non-assistance à personne en danger. Le représentant allemand tente de dédouaner son pays. Face à des parents qui parlent droit de garde et droit de visite, il fait mine de réduire le débat indifférent sur le versement de pensions alimentaires. J'appellerai un chat un chat. Il s'agit de cas de violation de pensions alimentaires. Ça n'a rien à voir avec le droit européen. En l'occurrence, l'Europe n'est concernée que lorsqu'il s'agit de droit européen. Ici, la question est de savoir dans quelle mesure les États ont une indépendance de droit. La question est de savoir dans quel cas les États ont le droit de ne s'en tenir qu'à leur propre législation. Et les violations des droits à la pension alimentaire ne relèvent pas de la Commission. Sans attendre la fin de la séance, le député allemand quitte la salle. Les parents en colère repartiront toutefois avec une petite victoire. Le bureau du Parlement accepte d'examiner leur plainte. Nous accompagnons Cédric à Berlin. Il fait le déplacement dans la capitale allemande pour rencontrer un avocat français installé outre-Rhin, réputé pour sa connaissance de la législation allemande des affaires familiales. Cédric veut savoir ce qu'il risque s'il approche du domicile de la mère pour tenter de voir Soléa. Après 30 ans de carrière, auprès de couples binationaux, l'avocat Maître Revel ne fait pas dans la langue de bois.
Oui, bah, si j'étais vous, j'aurais un petit peu peur aussi. Hein. Oui. Ben oui. Vous savez, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la pratique, si la maman ne veut pas que le papa emmène son enfant en France, elle ne va pas lui remettre, tout simplement. Ce qui veut dire que l'ordonnance que m'a rendue la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, je peux la jeter finalement à la poubelle. Si elle ne veut pas, demain, c'est non. Donc demain, c'est au libre choix de la maman, finalement. Exactement. C'est comme ça. C'est difficile d'être papa hein, quand la maman ne veut pas. La maman est tout à fait prioritaire dans la société allemande et l'enfant appartient à la maman, le père n'est que le progéniteur. Un ressortissant allemand vient en France, fait un enfant avec un Français, travaille en France, il paie les impôts en France, joue de la séparation, un tribunal statut. Vous savez ce que je disais quand j'étais jeune? Vous êtes baisé. Vous êtes fait baiser. C'est ça. C'est comme ça. Cédric se sent abandonné par les autorités françaises. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ici? Des révélations, les vraies révélations. Quand vous entendez un avocat qui vous dit « Monsieur Laurent, vous êtes baisé », c'est à ce moment-là que je maudis la justice de mon pays. Direction Hanovre. Malgré les risques, Cédric a décidé d'aller chercher sa fille pour les vacances, comme la justice française lui en donne le droit. Au petit matin, Cédric a une dernière conversation avec son avocate. Sans solution judiciaire en Allemagne, il se résout à négocier avec son ex-compagne une trêve, une sorte de parenthèse dans le feuilleton judiciaire qui les oppose. J'aimerais bien que le juge en Allemagne ait l'idée d'un père qui exerce ses droits, qui ne va pas se laisser faire, mais qui est en même temps capable de communiquer et qui est en même temps capable de faire d'accepter des conditions qui sont peut-être défavorables pour un premier temps pour pouvoir garder le lien avec son enfant. Ça, c'est mon attitude de... Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire si Soléa vous dit « Papa, je ne veux pas venir en France ». Qu'est-ce que vous allez faire? On verra sur le moment avec la maman et comment ça se passe avec Soléa, mais je ne peux pas forcer mon enfant si elle ne le veut pas. D'accord. Hein? Ça me suffit comme réponse. Voilà. Cédric fait profil bas. C'est ce que voulait entendre l'avocate pour donner des garanties à la mère. 1 heure plus tard, il reçoit un texto. La mère demande à Cédric de la rappeler. Elle est prête à lui laisser sa fille quelques jours. Oh, c'est génial. Elle confie à Cédric être lassée des procédures judiciaires qui n'en finissent plus. Je suis content de t'entendre dire ça. Je suis exactement dans la même démarche, Adriana. Je souhaite que ça se passe pour le mieux et... Ok, allez, au plaisir de vous voir. À tout de suite. Allez, ciao. Alors, Cédric? Ouais. Moi, je suis super heureux. C'est évident. Je suis pas dans une forte position aujourd'hui en étant ici. Donc, je me soumets aux conditions, mais je vois que la mère est très conciliante aujourd'hui. C'est ce qui me réconforte, en tout cas. Il faut vraiment mettre sa rancœur, le passif, sous un mouchoir. Il faut mettre son ego, sa fierté. Même si on entend des choses qui sont décalées, il faut vraiment être... Il faut faire un profil bas, sinon on ne voit plus son enfant. C'est tout. Comme par miracle, la mère viendra 1 heure plus tard avec Soléa. Les 2 parents déjeuneront comme si de rien n'était. Le soir, Cédric retrouvera sa fille. Depuis, le couple a retrouvé une relation apaisée. La petite Soléa vit en Allemagne avec sa mère, mais elle vient régulièrement retrouver son père et son grand-père en Provence. Nous sommes retournés voir Michel, l'agriculteur au sud de Toulouse. Ilias vit à la ferme. Il a trouvé ses repères. Si je m'en sers, mais non, tu vas tomber parce que ça marche plus. Oh, c'est magnifique de l'avoir. C'est magnifique,
Enfin, tous les mots qui sont synonymement magnifiques, on peut tous les y mettre ensemble. Voilà, c'est simplement. Michel vit le bonheur d'élever son fils au quotidien. La mère d'Ilias est revenue s'installer à Toulouse. Elle voit son fils tous les week-ends.